La psychologie sociale, en fait, c'est une discipline qui étudie l'interaction entre les individus du point de vue de ce qui se déroule dans l'esprit de chacun des individus. Donc ça, c'est vraiment notre angle d'attaque. Et en termes d'analyse des politiques publiques, parce que je vais dire que c'est quand même ça qui vous intéresse le plus, en fait, on se distingue des économistes d'une part, des géographes sociaux et de diverses disciplines des sciences humaines comme ça, par une entrée vraiment très comportementale de quels sont les phénomènes qui fabriquent les décisions individuelles, l'habitude, comment on se construit des pratiques, à quel point on est conscient de son choix, quels sont les éléments qu'on prend en compte pour évaluer les options qui nous sont offertes et les possibilités qu'on a d'agir. Et donc on se sert de tout ça pour essayer d'une part de prévenir les comportements, de les comprendre, et du coup de savoir quels sont les leviers les plus performants pour essayer de les faire changer. En fait, quand on s'efforce d'analyser les politiques publiques qui généralement tendent à faire la promotion du report modal, on s'aperçoit que tout est basé sur l'analyse que font les décideurs, et un certain nombre d'analyses d'ailleurs, de, qui consiste à supposer que l'individu choisit son mode de déplacement dans une démarche complètement rationnelle d'optimisation. Temps de trajet, coût du trajet, accessibilité, classiquement. On a d'ailleurs des centaines de papiers de recherche qui servent uniquement de ça pour essayer très finement d'évaluer la concurrence entre les modes. Et en fait, en faisant ça, on rate complètement toute une partie de ce qui se passe dans l'esprit de l'individu, qui en fait est très peu rationnel, ne prend pas du tout le temps de fabriquer des décisions raisonnées, réfléchies, comparatives, etc. Et du coup, on met en place des politiques publiques qui ne touchent pas les individus, parce qu'en fait, on n'agit pas là où ça les concerne. On va changer un peu le coût, alors que les gens sont inconscients du coût de leur trajet. On va changer un peu le temps, alors qu'ils ont une perception des temps de trajet qui est complètement dépendante du plaisir qu'ils ont à passer le temps plutôt qu'au temps réel, etc. Donc on a très peu d'impact naturellement sur ce qui se passe, parce qu'en fait l'analyse qu'on fait de leur comportement est basée sur un axiome qui ne correspond pas à la réalité. Donc alors on a des tas de grilles d'analyse et de modèles psychologiques qui analysent le comportement. L'idée en tout cas, c'est qu'il faut nécessairement prendre en compte le comportement dans le cheminement de l'individu qui le mène à adopter ce comportement-là, parce que ça s'inscrit en fait dans l'actualité de son mode de vie. C'est pas un comportement qui est complètement déconnecté du reste. J'aime un mode, mais je pourrais tout faire avec n'importe quel autre mode. En fait, ça fait partie d'un projet général. Et donc, il faut comprendre comment ça s'insère dedans. Il faut comprendre comment l'individu lui-même considère ce qu'il fait, quelle vision il a de son choix de mode et de la perception qu'il a de ses avantages et de ses inconvénients. Et une fois qu'on a ça, on a une chance déjà de comprendre ce qui lui arrive. Et pour essayer de le faire changer, il est un petit peu indispensable de réunir trois conditions ou de passer par trois étapes. La première étant de rompre l'habitude qui est déjà présente, parce qu'on a toujours une habitude qui est déjà là sur un peu tous les comportements possibles. La deuxième étant d'avoir des raisons de changer. Et donc ça, classiquement, on l'aborde avec de la communication qui est basée sur des arguments, qui seraient persuasifs et qui, hélas, suppose aussi que l'individu prend le temps de les analyser, de les comprendre, et que ça, c'est pas toujours le cas. Et même si on parvient donc à rompre l'habitude, à donner des arguments performants, il faut encore aider la personne à passer à l'acte, parce qu'on n'a pas du tout une volonté permanente de chercher de nouvelles solutions. Donc il faut des occasions, il faut faciliter la tâche, une sorte d'ergonomie aussi, pour que l'individu puisse commencer le changement. Et encore là, il faut encore des répétitions, de la durée, parce que le changement, c'est pas du tout quelque chose qui est instantané ou qui peut être la conséquence d'un seul événement, c'est un processus, et ça se déroule dans la durée, étape par étape.